C'est-à-dire que l'économie française, elle se développe, mais dans un cadre un peu individuel et familial. L'accumulation des capitaux ne dépasse pas le patrimoine des individus et des familles. Les affaires françaises ne se développent pas de manière anonyme et elles le feront sous le Second Empire. Mais sous la monarchie de Juillet, c'est encore resté modéré, volontairement modéré. Et donc, l'industrie n'a pas encore toute la taille qu'elle a à l'époque en Angleterre et qu'elle aura sous le Second Empire en France. C'est une sorte de capitalisme modéré par la conception bourgeoise et familiale du patrimoine. Alors restons sur l'économie et venons-en au tournant du règne. Je reprends l'image de mon ressort. Le ressort commence à se tendre de manière critique lors de deux moments particuliers. Premier moment, 1846, la crise économique, et le deuxième moment qui le précède, c'est 1842, la disparition du duc d'Orléans, qui remet en cause, au fond, le principe même de la monarchie qui se transmet. Oui. Prenons le premier ressort qui se casse, parce que là, il se casse vraiment, n'est-ce pas ? Il se fracasse. C'est l'expression que vous utilisez. La dynastie fracassée. C'est un événement terrible. Louis-Philippe était vieillissant, un personnage remarquable. Louis-Philippe, la France a peu connu de roi aussi intelligent et subtil, et ayant le sens des hommes, du maniement des hommes, enfin, quelqu'un de très remarquable. Mais il est vieillissant. Et il a un fils admirable, le duc d'Orléans, moderne, beau, progressiste, bien marié et militaire très allant, et ayant participé aux campagnes d'Algérie. L'opinion l'appelait le chef de demain. Il avait des relations avec tous les milieux artistiques, littéraires et même d'opposition, puisqu'il était même adroit pour le successeur. Et voilà qu'il se tue dans un accident de voiture à cheval, brutalement, en 1842. La dynastie est fracassée, son fils a 4 ans, donc l'héritier, à 4 ans. Il aura 8 ans en 1848, oui, 10 ans en 1848. Donc la dynastie est ébranlée. Louis-Philippe ne s'en est pas remis, n'est-ce pas ? C'était une période terrible. Alors, la crise économique survient, en effet, très profonde en 1847, et on s'aperçoit que les grandes secousses sociales en France ont été précédées par des dépressions économiques assez importantes. Mais ce n'est pas tout. Ce qui a provoqué l'étincelle politique, c'est la crispation du roi, il faut le dire, enfermé avec son premier ministre à l'époque, pourtant un homme extrêmement éclairé et une espèce de philosophe au pouvoir, qui était Guizot. Les deux hommes s'enferment dans un conservatisme bloqué au sujet de l'élargissement du suffrage. C'est-à-dire que les catégories de la population qui soutenaient le régime, prenez les commerçants enrichis, prenez la garde nationale, qui était une sorte de gendarmerie civique, n'est-ce pas, qui soutenait le régime. Les officiers de la garde nationale, qui jouaient un rôle très important dans les provinces, dans les villes, ils étaient élus, les officiers de la garde nationale, n'est-ce pas, élus par et ils exerçaient un rôle très important. Ils commandaient des bataillons de la garde nationale, et en cas de trouble, ils avaient à maintenir l'ordre. C'est une sorte de gendarmerie. Les officiers de la garde nationale n'étaient pas électeurs. Comment est-ce que cela peut s'expliquer ? Et en vertu de quel raisonnement peut-on dire que les officiers de la garde nationale ne doivent pas être électeurs ? Donc il y a une contradiction, peu explicable. Et c'est là-dessus que le ressort va casser. Alors, vous parlez de Guizot. Guizot, lui, accuse la démocratie. Louis-Philippe, lui, pense que c'est la crise du principe d'autorité. Victor Hugo, lui, de son côté, estime que le régime, au fond, était trop bourgeois, pas assez fédérateur. Est-ce qu'il manquait, au fond, de vision nationale ? Enfin, Victor Hugo a développé cette conception-là avec son génie. Il l'a évoqué en 1830, il a célébré 1830 comme un événement flamboyant, magnifique, merveilleux. Et je cite d'ailleurs quelques strophes de ses poèmes enthousiastes. Il l'a développé par la suite. Je pense pas qu'il ait complètement raison.
Je pense que la monarchie de Juillet a fait des efforts considérables pour rassembler les Français. C'est un des thèmes et un des succès. Alors, les gouvernements l'ont fait dans toutes les occasions possibles. Certaines sont bien connues de tout le monde. C'est le retour des cendres de Napoléon avec le faste, la cérémonie nationale formidable que cela a été. Mais c'est aussi l'Arc de Triomphe, c'est la place de la Concorde, l'obélisque, c'est les quantités de choses. C'est Versailles. L'enseignement. C'est Versailles, toutes les gloires de la France. Versailles dédié à toutes les gloires de la France. C'est l'enseignement, n'est-ce pas? C'est les monuments historiques. Il y a une œuvre tout à fait considérable pour rassembler les Français. Donc on ne peut pas dire, comme a tenté de le faire Victor Hugo, mais un peu après, que la monarchie de Juillet n'a pas eu ce rôle fédérateur. Le rôle fédérateur, il supposait qu'on élargisse le suffrage. C'est tout. Il suffisait qu'on ne garde pas à l'écart de la sphère politique les catégories de la population qui, par leur instruction voulue par le pouvoir, par leur rôle dans la société, avaient évidemment vocation à exercer le rôle politique de l'électeur. Dans un de vos chapitres, donc sur cette fameuse réconciliation des Français, vous écrivez en 1830, il y avait donc des antagonismes mémoriels complexes qui ont facilité l'avènement de la monarchie de Juillet, tout en menaçant simultanément de produire d'autres séismes potentiellement aussi déstabilisateurs. Est-ce à dire que dès le départ, le ver était en quelque sorte dans le fruit? Est-ce qu'on va retrouver les mêmes antagonismes mémoriels en 1848? Ce sont les virtualités des forces à l'œuvre, oui. Je reviens à ce que nous disions au départ, qui sont là et dont on ne sait pas comment elles vont se combiner. Et pendant un certain temps, elles donnent une combinaison parfaitement efficace et progressiste. Et puis, les choses se orientent autrement. Sans qu'on sache vraiment très bien, c'est très complexe, n'est-ce pas? Il faudrait modéliser l'évolution des idées, les forces sociales, ça n'est pas encore fait. Et cela se détend et cela se casse à partir d'un certain moment. C'est dû aussi à une lassitude de l'opinion, c'est dû à peut-être l'égoïsme de la monarchie, de la bourgeoisie aux affaires, qui a abusé sans doute de ses positions, et c'est elle qui est à l'origine tout de même de la fermeture, du blocage électoral, du blocage politique aussi, parce que qui dit blocage électoral dit aussi évidemment blocage politique parmi les élus. On a beaucoup critiqué les députés fonctionnaires qui évidemment assuraient au gouvernement qui les employait une majorité facile. À l'époque, c'était possible que les députés soient fonctionnaires ou les fonctionnaires députés. On a beaucoup critiqué cela. Il y a eu quelques scandales d'opinion qui arrivent de manière épisodique. Et pas d'un personnage considérable qui est le duc de Praslin assassine sa femme. Bon, c'est terrible, mais c'est quand même pas la monarchie de Juillet qui en est responsable, n'est-ce pas? Donc, une conjonction d'un certain nombre de facteurs. Mais ce n'est pas l'élément, je crois, ce n'est pas l'élément déterminant. D'autant plus que si ce que vous disiez de Victor Hugo était vrai, alors le renversement du régime et la libération, l'établissement de la République, d'une autre République, la Deuxième République, auraient dû rassembler les forces, auraient dû concrétiser cette aspiration. Ça a été vrai pendant un an, mais ça a immédiatement cassé. Mais le suffrage universel, justement, qui est installé, n'est-ce pas la réponse à ce que n'a pas voulu la monarchie de Juillet? Il a été démontré que non, n'est-ce pas? La France a fait un saut brutal dans le suffrage universel alors qu'elle n'y était pas préparée. La démarche anglaise est beaucoup plus pratique et pragmatique. Elle consiste à élargir progressivement le suffrage de manière à ce que les conditions même d'exercice du suffrage universel soient réunies. Ces conditions, elles ont été bien connues, bien posées. C'est les Lumières,
une certaine indépendance des électeurs, des conditions de scrutin qui soient très correctes et qui assurent la sincérité du scrutin, et puis une organisation de l'opinion qui fasse qu'avec des groupes, des partis politiques, des associations, il y ait une sorte d'organisation de l'opinion. Rien de tout ça n'existait. On plonge une population qui n'a jamais exercé le suffrage dans le suffrage universel brusquement. Ça a donné une assemblée archi-conservatrice en 1848, monarchique et conservatrice, n'est-ce pas, qui a réagi avec une brutalité sans faille aux premiers désordres sociaux, les journées de juin 1848, ce sont les élus, n'est-ce pas, du suffrage universel qui ont réprimé de manière sanglante les journées de juin 1848. Et cela a donné l'élection, dans une élection présidentielle célèbre, où était candidat Lamartine, le beau poète républicain, le général Cavaignac, solide gouvernant, et un inconnu, Louis-Napoléon Bonaparte, qui avait pour lui son nom, et on connaît le résultat, et il a eu 80% des suffrages. Est-ce que, bon, ma question nécessiterait une émission à part entière, mais est-ce qu'au fond, ce qui fait le succès de Napoléon III, du futur Napoléon III, ce n'est pas le fait qu'il soit un homme du 19e siècle, alors que Louis-Philippe, lui, vous le dites d'ailleurs à la fin, apparaît comme un homme du 18e. Vous avez parfaitement raison, c'est cela la vérité. C'est cela la vérité. C'est difficile d'en faire un reproche, n'est-ce pas? Mais la vérité, c'est que Louis-Philippe est un personnage très séduisant, fascinant même à certains égards, mais c'est un homme, en effet, du XVIIIe siècle. Et ce que je dis, c'est que son projet politique, lorsqu'il arrive, il est en position de pouvoir le réaliser, il date déjà de 40 ans. Au fond, il peut faire en 1830 ce qu'il aurait fallu faire en 1790. Voilà toute l'histoire. Et il le fait, mais c'est 40 ans trop tard. Et comme il vieillit, 18 ans de plus tout de même, il ne modernise pas son projet et il continue à essayer de mener sagement, subtilement, de manière extraordinairement attentive, un projet qui est décalé par rapport aux forces à l'œuvre qui, elles, sont considérables. Louis-Napoléon Bonaparte capte ça beaucoup mieux, évidemment. Il n'y a pas que son nom. Il y a ce qu'il fait vibrer dans la société, dans les forces sociales. Et si le Second Empire a si bien réussi, c'était une période de grand succès, c'est que là aussi, nous avons eu un souverain, Napoléon III, subtil, compliqué, mais génial, qui a su capter avec une adresse extraordinaire, on ne sait pas comment il a été formé à faire ça, mais qui a su capter tous les courants de la société. Et donc, ça a duré 20 ans. Eh bien, c'est sur cette comparaison entre les deux régimes que nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Gabriel de Broglie, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle les références de votre ouvrage, donc La monarchie de juillet 1830-1848, un ouvrage paru aux éditions Fayard. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.